Vous écoutez Bangarang. Bangarang. Bonjour à tous, c'est Noémie pour Take 5 de la radio Bangarang. Je suis aujourd'hui avec Nathan et nous allons interviewer Lorelai Lancaster pour nous parler de son projet de jeunes ambassadeurs du climat. Eh bien, Bonjour bonjour. Lorelai, Bonjour. vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Oui, donc les Jeunes Ambassadeurs du Climat, c'est une association qui existe depuis quelques années et qui de base a été créée parce que autour du projet Jeunes Délégués Climat, c'est-à-dire deux étudiants sont sélectionnés pour accompagner la délégation française aux négociations sur le climat, donc les COP et les intercessions qui sont des pré-COP en quelque sorte. Et ces étudiants ont décidé de se constituer en association et l'association a grandi et donc nos raisons d'être, c'est les jeunes délégués, mais aussi former la jeunesse et donner les connaissances nécessaires pour pouvoir prendre part à l'action sur tout ce qui est question climatique, environnementale, biodiversité. Et cette année, en partenariat avec Climate et le RIFED, on lance un programme Jeunes ambassadeurs pour la biodiversité sur le modèle des jeunes ambassadeurs climat, que je sais pas si vous savez, mais il n'y a pas que des COP climat, il y a aussi des COP biodiversité, il y a aussi des COP désert, mais on n'a pas encore de jeunes délégués désert, peut-être qu'un jour on en aura. Et donc cette année, on lance le programme Jeunes ambassadeurs pour la biodiversité sur le même modèle que les jeunes délégués climat. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que cela peut vous apporter à vous et aux autres délégués, entre autres? Alors, on n'est que 2 délégués et la plupart des membres de l'association sont pas délégués. Et donc nous, en tant que jeunes délégués, c'est une occasion en or d'accompagner la délégation, de comprendre comment marchent les négociations internationales, mieux comprendre les différents enjeux que de l'extérieur, ça peut paraître assez obscur. Et alors que tout le monde connaît l'accord de Paris, mais comprendre pourquoi est-ce que ça a été si difficile d'y arriver, comprendre qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, ça peut être des choses un peu compliquées de l'extérieur à faire. Et donc, en accompagnant la délégation française, c'est plus facile, c'est une occasion d'apprendre énormément. Et à côté de ça, nous, on veut retransmettre tout ce qu'on apprend. On veut pas garder ce savoir et cette chance pour nous, qu'on n'est que 2 à pouvoir le faire chaque année. On a un mandat de 2 ans, donc on accompagne la délégation à 2 COP. Et à côté de ça, les autres membres de l'association, ce qu'ils trouvent, c'est des échanges entre membres de l'association où on s'apprend des choses. On vient tous de passifs différents. Il y en a qui ont étudié la politique, d'autres qui étudient les maths. Il y en a qui sont en CAP pâtisserie. Donc on a tous des choses à s'apprendre sur l'environnement, des perspectives différentes. Et à côté de ça, moi, je trouve toujours ça extrêmement instructif d'aller échanger avec des lycéens, des collégiens et leur parler du climat, de la biodiversité. C'est très gratifiant d'apprendre quelque chose aux autres et de leur montrer comment on peut agir, qu'ils ont du pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir que tout citoyen a. Et c'est aussi toujours très intéressant, moi par exemple, je viens d'un milieu très urbain, d'échanger avec des gens qui n'ont pas les mêmes perspectives que nous, qui rencontrent pas les mêmes problèmes, qui ont des visions différentes. Donc c'est pas seul, quand on est sur l'estrade, vous vous en rendrez bientôt compte parce que vous êtes en fin de lycée, je pense. C'est hyper intéressant aussi d'apprendre et d'expliquer parce que ça vous oblige à bien comprendre, à faire preuve de pédagogie pour que les élèves en face et parfois les enfants, on fait parfois des interventions en primaire, comprennent des enjeux qui peuvent être un peu compliqués. Donc c'est hyper intéressant, ça nous apprend beaucoup et apprendre à communiquer sur des enjeux qui nous tiennent à cœur, c'est toujours absolument passionnant. Vous écoutez Bangarang. Justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques astuces, nous dire comment on peut participer à notre échelle pour l'écologie et améliorer un peu notre planète? Bien sûr, déjà la première chose à mon sens, et j'engage que moi en disant ça, j'engage pas, on n'a pas tous d'accord nécessairement dans l'association, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est de se souvenir que à l'échelle du citoyen, il faut pas non plus se surculpabiliser de faire des choses parce que ça va pas tout changer.
Mais après, on peut par exemple faire attention à sa consommation de plastique. Peut essayer d'acheter des choses moins emballées. Par exemple, vous avez un petit creux, vous allez à la boulangerie, bah, plutôt que de prendre les chouquettes dans le paquet plastique, vous pouvez essayer de prendre un croissant qu'on va vous donner dans un sac papier. On peut faire attention à recycler. Évidemment, il y a plein de choses dont on a déjà parlé, faire attention à nos consommations d'eau. Réduire la consommation, ça reste le meilleur moyen, à mon sens, d'agir pour protéger l'environnement. Après, il y a tous les mouvements de mobilisation. Vous avez probablement, enfin, sans aucun doute, entendu parler des marches pour le climat, des manifestations en ce moment pour demander à ce que le projet de loi climat ils ont fini de le débattre hier à l'Assemblée nationale soit plus ambitieux. Il y a le vote, voter, pas voter, mais en tout cas se renseigner et agir en citoyen conscient et prendre des décisions réfléchies sur le vote, c'est très important aussi. Il y a les régionales et les départementales qui arrivent. Donc réfléchir pour tous vos camarades qui sont majeurs à qui ils veulent donner leur voix, s'ils veulent la donner à quelqu'un, pour quelles raisons, c'est quoi les engagements qui leur tiennent le plus à cœur, lire un peu les différents programmes pour savoir. Ça, c'est des façons d'agir très fortes. On peut s'engager dans des associations qui sensibilisent sur le sujet, qui font des actions. Il y a tellement d'associations sur l'environnement qu'on va forcément trouver chaussure à son pied, pas forcément du premier coup, mais on va trouver chaussure à son pied. Nous par exemple, on se concentre sur l'éducation de tous et la transmission des connaissances. Il y a des associations qui sont beaucoup plus dans l'action, dans l'organisation, de mobilisation, dans le lobbying. Il y a des associations de lobbying qui ont envoyé énormément de mails aux députés pour essayer d'avoir une loi climat plus ambitieuse. Donc il y a autant de moyens de s'engager que ce que vous aimez. Si vous aimez pas aller manifester, que vous avez peur de la foule, ça veut même pas dire que vous pouvez pas vous engager pour la mobilisation. Vous pouvez être organisateur. Il y a vraiment autant de moyens de s'engager que ce que il y a de personnes. Je voulais savoir, quelle est la tranche d'âge pour se présenter, pour faire partie de l'association, et qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour participer, pour aider, Pour entre faire autres? partie de mon association ou des associations en général? De la vôtre et des associations en général, je pense. Alors pour la nôtre, on est les jeunes ambassadeurs climat, mais pour autant on n'a pas de tranche d'âge. Évidemment, on touche plutôt, vu qu'on fait des interventions principalement auprès d'étudiants, on a surtout des étudiants et des jeunes actifs. On a quelques membres qui ont la trentaine et on est plutôt une association jeune. Après, il y a des associations pour toutes les tranches d'âge et la plupart des associations n'ont pas de critères d'âge, c'est pas un critère rédhibitoire. Après, quand c'est les premiers engagements, souvent c'est bien d'être dans des associations assez jeunes. Par exemple, toutes les associations lycéennes ou étudiantes type Climate, le REFED, c'est des associations étudiantes où c'est assez facile de s'engager pour la première fois parce qu'il y a beaucoup de personnes dont c'est le premier engagement, donc vous n'êtes pas tout seul à vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez être utile. Et après, il y a aussi des grosses associations dans lesquelles on peut s'engager comme Greenpeace, et où là, il y a des personnes de tout âge. Ça va de jeunes de 15 ans à des personnes de 80 ans, militants de toujours, ou nouveaux militants d'ailleurs. Et pour s'engager, ça dépend de chaque association. Il y a des associations, il faut juste adhérer. Il y a des associations, l'adhésion est payante ou non. Nous, l'adhésion est pas payante parce que vu qu'on veut toucher principalement des étudiants et des jeunes, on veut pas que ce soit un frein. Il y a des associations qui peuvent demander à ce qu'on soit présent à un certain nombre de réunions, sinon on est exclu. Ça dépend vraiment des associations. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du type d'intervention que vous faites en école, collège ou lycée? Bien sûr, au lycée et au collège, on fait principalement des interventions de sensibilisation, soit aux enjeux climatiques, soit aux enjeux de biodiversité. Après, ça dépend aussi, généralement, on est en contact avec les professeurs d'abord de ce qu'ils veulent parce que ils connaissent leurs élèves alors que nous, on les connaît pas. Ils savent ce qui peut les intéresser, ils savent ce qui peut les aider, par exemple, s'ils préparent le bac, ce qui peut leur être utile. Nous, on n'a pas une connaissance très très fine des programmes nécessaires pour le bac.
Donc on échange avec les profs et à chaque fois on adapte, on fait jamais exactement 2 fois la même intervention. Donc on a sensibilisation climat, sensibilisation biodiversité. On a aussi une formation sur le climat et l'Europe. Donc comment, à l'échelle de l'Union européenne, on agit sur le climat. Ça permet aussi de sensibiliser les étudiants au fonctionnement de l'Union européenne, qui peut être assez opaque et compliqué. Et après, quand on fait des interventions dans le supérieur, généralement on fait des sujets plus précis. Par exemple, l'intervention qu'on fera dans la semaine, elle est concentrée sur le climat et le numérique. On fait des interventions, on peut faire des interventions sur la justice climatique, sur des notions comme l'anthropocène, sur les migrations climatiques, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe. On peut faire tout un panel d'interventions selon ce qu'intéresse les gens, selon les écoles, sur l'énergie, sur la finance et le climat, sur la biodiversité, des conférences plus précises. On a vraiment tout un panel et l'avantage c'est d'avoir que des membres jeunes et étudiants, c'est que aucun de nous n'est expert dans le sujet. Donc à chaque fois qu'on va aller faire une nouvelle conférence, il va falloir qu'on se replonge dans le sujet, qu'on le retraite. On a évidemment des connaissances, mais on n'est pas expert, on n'est pas chercheur, post-doctorant avec des connaissances infinies. Et donc ça nous met aussi dans une position où nos interlocuteurs savent qu'on n'est pas des experts et ça permet d'échanger plus sur un pied d'égalité à mon sens, où les gens, et c'est que mon opinion, hein, mais osent plus nous poser des questions que si c'est un chercheur extrêmement connu, où ça va peut-être être impressionnant. Moi, je suis en master 2, alors ça va déjà peut-être commencer à être impressionnant pour des lycéens, mais on a des étudiants, des membres de l'association qui sont en licence 2, et qui sont donc assez proches au final des lycéens qui peuvent aller voir, et pour lesquels ça va être du coup assez facile de leur poser des questions, et il va moins y avoir ce fil de j'ai l'impression que ma question est idiote, alors qu'il n'y a jamais de question idiote, ça n'existe pas. Et on voulait savoir, vous pensez quoi du dérèglement climatique en ce moment et tout ce qui se passe, c'est quoi votre avis là-dessus? Bah alors, à mon sens, j'ai pas à avoir d'avis là-dessus, c'est un fait scientifique. Donc, à mon sens, on n'a pas d'avis sur un fait scientifique. On parle plutôt de changement climatique d'ailleurs et pas de dérèglement climatique parce que Oui. le mot dérèglement, c'est les chercheurs du GIEC qui préconisent de plutôt parler de changement et pas de dérèglement. Dérèglement, ça laisse entendre que le climat, il était réglé avant, alors que le climat, c'est un équilibre qui a toujours été très complexe, très instable, qui évolue constamment. Le climat, il est pas fixe, on l'a tous constaté en cours. Quand on étudie l'évolution sur le long terme, on voit bien qu'il y a des aires glaciaires. Le climat, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui évolue. Et ce qui est anormal en ce moment, c'est la vitesse d'évolution. C'est-à-dire qu'on a un changement tellement rapide qu'on sait que c'est pas normal. On a toujours eu des changements, mais c'est des changements qui normalement devraient pas être perceptibles à l'échelle de la vie humaine. Et là, on est sur des changements qui sont vraiment perceptibles à l'échelle de la vie humaine ou de 2 vies humaines maximum. Sur 2 générations, on a vraiment des changements assez conséquents. Après, si sur mon avis sur le changement climatique, vous entendez mon avis sur les politiques qui sont menées, alors ça, je trouve, c'est une question à laquelle il est compliqué de répondre parce que il y a énormément de choses à prendre en compte sur quand on met en place une politique environnementale. Est-ce que je suis satisfaite? Non, mais comme tout le monde, parce que c'est des questions qui sont très compliquées, dont on a du mal à voir les effets sur le court terme. Est-ce que j'étais satisfaite que les négociations à Glasgow soient repoussées d'un an avec le Covid? Bien que je comprenne, non, parce que je trouve que c'est une question qui est très urgente. Mais les politiques environnementales, c'est des questions extrêmement complexes et j'ai pas envie de vous répondre très clairement parce que je pense que c'est à vos camarades de se faire une idée tout seul et que j'ai pas à les influencer moi à 22 ans sur leur avis là-dessus. C'est des questions extrêmement complexes et je pense que c'est important d'être conscient de cette complexité et que c'est des questions qu'on peut pas détacher des impacts que ça va avoir sur les différentes populations. Par exemple, en France, les impacts du changement climatique, on va pas être le pays qui va plus le ressentir, en tout cas en métropole. Il y a des pays qui vont être bien plus touchés que nous. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais quand on parle de 1 mètre de montée des eaux,
ça va pas être 1 mètre partout. Il y a des endroits, ça va être beaucoup plus, des endroits, ça va être beaucoup moins. La montée des eaux, elle est pas uniforme. C'est quelque chose qui est pas du tout instinctif et pourtant la montée des eaux, c'est pas du tout uniforme. Donc quand on pense politique environnementale, il y a 2 gros piliers de la politique environnementale. Il y a l'adaptation et l'atténuation. L'adaptation, c'est on s'adapte au changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait par exemple il va y avoir beaucoup plus de sécheresse dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les gens finissent par mourir de faim, pour éviter des énormes sécheresses, comment on adapte les cultures, comment on adapte les villes pour éviter les canicules qui sont extrêmement dangereuses. Et les politiques d'atténuation, c'est les politiques, comment est-ce qu'on fait en sorte d'émettre moins pour avoir moins d'effets. C'est les 2 gros piliers des politiques environnementales. Et en fait, moi, mon but quand je fais des formations, c'est pas de donner mon avis, parce que tout le monde s'en fout de mon avis. Mais par contre, c'est de donner aux étudiants les outils pour se faire leur propre avis sur les politiques environnementales et ensuite faire des choix en citoyens éclairés. Ça répond pas vraiment à votre question, Et je du sais, coup, mais Je trouve. non, mais c'est même mieux que ce qu'on attendait, donc c'est parfait. Et vous, pourquoi vous avez eu envie de vous engager du coup? alors moi, j'ai toujours été très politisée depuis assez jeune. Et alors en formation de base, j'ai fait une prépa et après j'ai fait des maths. Et ça manquait à mon sens d'investissement, de social. J'avais besoin de faire quelque chose qui me semblait plus utile, où je pouvais voir plus le résultat immédiat sur les gens. J'avais besoin d'être, à mon sens, plus utile, alors que, un chercheur est très utile, mais moi j'avais besoin de voir un peu l'immédiateté, un peu égoïstement l'immédiateté de mon action. Et donc, je me suis réorientée en master en sciences et en politique de l'environnement. Et parce que l'environnement, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important. Et comme beaucoup de jeunes, je sais que c'est une des questions les plus urgentes des 50 années qui arrivent. Et je trouve aussi que c'est un bon moyen d'avoir une vision assez méta, assez surplombante de toutes les différentes politiques, parce qu'au final, on peut pas détacher les politiques environnementales. Par exemple, si on dit la mesure dont on a beaucoup parlé sur supprimer les avions sur quand il y a une alternative de moins de 2h30. Si ça peut paraître une super idée de base, mais après on peut aussi comprendre la réticence parce que le secteur de l'aviation, c'est un secteur en France qui emploie énormément de personnes, c'est un secteur où ça peut être qui est déjà fragilisé par la crise sanitaire en cours. Donc ça permet en fait, à mon sens, d'avoir une vision plus globale, une vision assez globale de toutes les différentes politiques, de les lier entre elles, et aussi parce que je pense que c'est une urgence absolue de s'attaquer sérieusement aux problèmes climatiques et à nos émissions, aux pollutions qu'on émet. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a toutes les émissions plastiques, il y a la destruction de la biodiversité qui est une catastrophe absolue. Donc moi, c'est pour ça que l'environnement, c'est pour toutes ces raisons, et après, ça s'explique pas toujours, il y a des choses qui nous intéressent beaucoup et d'autres qui nous intéressent moins. Mais pour toutes ces raisons, c'est pour ça que moi, je me suis engagée pour l'environnement. Vous écoutez Bangarang. Et au jour d'aujourd'hui, pensez-vous que les choses évoluent dans le bon sens? Êtes-vous optimiste pour l'avenir ou pas? Est-ce que pour l'instant, je sais pas. C'est-à-dire que, est-ce que ça évolue dans le bon sens? On pourrait se dire que oui, parce que, l'accord de Paris, par exemple, c'était quand même incroyable. On a, presque tous les pays qui se sont mis d'accord sur un texte qui a été voté mot par mot à l'unanimité. S'il y a un mot sur lequel les pays n'étaient pas d'accord, l'accord passait pas. Donc c'est quand même, une prouesse de négociation de mettre des pays si différents d'accord sur tous les mots d'un texte. Après, pour l'instant, l'implémentation, elle est pas faux folle, hein. Et j'attends un peu de voir, comme tout le monde, ce qui va se passer à Glasgow. Il y a la COP26 à Glasgow en novembre. Et tous les 5 ans, d'après l'accord de Paris, les pays doivent rehausser leurs ambitions, ou en tout cas les revoir. Et donc j'attends un peu de voir ce que ça sera le 22 avril, dans 3 jours. Il y a les États-Unis qui tiennent une grosse conférence sur le climat. Et comme tout le monde, j'attends un peu de voir. Je suis pas extrêmement pessimiste, mais je suis pas non plus extrêmement optimiste, et je pense pas qu'on soit... je pense pas, et je sais qu'on n'est pas sur la bonne voie, tous les experts le disent.
les rapports du GIEC mettent en alerte sur le fait qu'on respecte pour l'instant pas nos engagements et qu'on est plutôt sur un rehaussement de 4 degrés à la fin du siècle que sur un rehaussement de 1,5-2. Donc, est-ce que je suis optimiste? Pas vraiment. Je suis pas non plus très pessimiste. Je pense qu'il faut continuer à se mobiliser, à mettre la pression sur les dirigeants, à s'informer, à s'éduquer et à faire confiance aux scientifiques aussi pour nous dire est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Et pour l'instant, le Haut Conseil pour le climat et le GIEC nous disent que pour l'instant, c'est pas la folie. Je reviens du coup sur en ce moment, certains disent que grâce au Covid, il y a quand même un taux de CO2 qui a été drastiquement baissé, on va dire. Effectivement, c'est ce qu'on a pu dire que le Covid avait permis de réduire les émissions de CO2. Et ce qui a été vrai, en mars 2020, on a vu une nette baisse dans les émissions, qui a quand même été très très courte et la reprise est très très rapide et on est déjà au-dessus des niveaux d'émissions de 2019. Après cet été, il y a le GIEC, cet été ou peut-être plutôt à l'automne, le GIEC qui fera apparaître son nouveau rapport sur où est-ce qu'on en est dans les émissions, sur quelle trajectoire on est pour l'instant. Donc j'attends un peu de voir ça, mais jusqu'ici, tous les scientifiques, tous les consortiums de scientifiques qui font un peu du tracking d'émissions, il y a assez un consensus pour dire que c'est pas la folie et la reprise du Covid nous a montré effectivement le Covid, vu que toutes les économies ont été à l'arrêt ou extrêmement ralenties, ça a effectivement fait baisser les émissions. Ça, je peux que vous l'accorder, mais ça les a fait baisser sur 2 mois, quoi. Oui, après c'est voir si après on peut avoir une piste, ça peut nous donner des idées ou Là, quoi. on est en train de le voir et là, enfin, on est déjà au-dessus des émissions de 2019. Donc on voit bien que la reprise est encore plus forte. Il y a une espèce de volonté de rattraper l'économie, ce qui a été perdu pendant que l'économie était ralentie. Après, à voir. Mais par exemple, si tout ce qui est suivi des émissions, ça vous intéresse, il y a un, un consortium de scientifiques, Climate Action Tracker, qui font un excellent travail et très bien vulgarisé. Ils ont un site internet sur lequel on peut voir les trajectoires de chaque pays. Après, la France, on ne pourra pas voir parce que la France, dans l'accord de Paris, a fait partie de l'Union européenne, donc on a la trajectoire de l'Union. Mais ça peut permettre, si c'est des sujets qui vous intéressent, d'aller vous renseigner, d'aller voir quels pays font bien, quels pays font pas bien. Et après, vous pouvez un peu décortiquer les politiques environnementales des différents pays, voir ce qui est mis en place à quel endroit. Très bien, merci. Après, on entend souvent des gens dire que, au final, le changement climatique, ça leur importe peu, puisque dans 20 ou 30 ans, ils seront plus là. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Déjà que c'est infiniment égoïste de penser comme ça. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui pensent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui savent pas comment faire. C'est un sujet qui est aussi extrêmement inquiétant et on peut vite se sentir submergé quand on commence à s'y intéresser parce que c'est effectivement extrêmement anxiogène de se dire que quand on regarde les conséquences, si on prend 2 degrés, parce que 2 degrés, au final, on se dit, bon là, moi, par exemple, il fait un peu chaud. S'il y avait 2 degrés de plus, est-ce que ce serait vraiment la fin du monde? Pour moi, non. Mais 2 degrés, en fait, c'est comme le niveau des eaux, c'est pas équitablement réparti, c'est 2 degrés en moyenne à la surface du globe. Il y a des zones qui vont avoir des augmentations de température qui seront beaucoup plus importantes, d'autres moindres, voire il y a des endroits où la température va peut-être un peu baisser. Le climat, c'est pas une science exacte, donc on n'est pas absolument sûr de ce qui va se passer. Après, aux gens qui disent ça, j'ai envie de dire, il y a aussi beaucoup de gens qui sont conscients que ça va impacter la génération d'après. Il y a énormément de gens qui ont des enfants et qui veulent pas leur laisser des enfants, des neveux, qui connaissent des gens qui seront encore vivants dans 40 ans. Enfin, ou en tout cas, on espère qu'ils seront encore vivants. Et du coup, moi, je pense que il y en a vraiment pas tant que ça, des gens qui pensent comme ça. Il y a énormément de personnes qui savent pas comment agir. Et aussi pour qui c'est très compliqué d'agir, parce que je pense que pour nous, qui sommes assez jeunes, on n'a pas besoin en fait de changer nos modes de consommation, on va juste commencer à consommer autrement. Mais pour nos parents qui consomment depuis 3 dizaines d'années, c'est beaucoup plus compliqué à mon sens de changer ça que nous juste d'adopter un autre mode de consommation.
Et puis c'est quelque chose dont on entend parler depuis tellement longtemps que c'est aussi beaucoup plus ancré, je pense, dans nous que dans des personnes plus âgées. Mais je pense pas que ce discours de dire moi dans 20 ans je serai plus là, ça me concerne pas, je pense pas que ce soit un discours si répandu. En tout cas, j'ai pas envie d'y croire. Très bien. Très bien. On vous remercie beaucoup de votre temps et de vos réponses. On vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour le prochain débat qui aura lieu sur l'environnement. Et on vous souhaite à tous de bonnes vacances et une bonne journée. Au revoir. Bangarang.